Ces hommes travaillent dans une des régions les plus inhospitalières de la planète. Chaque aller-retour met leur vie en danger. Aujourd'hui, leur pire crainte se réalise. Leur hélicoptère plonge dans la mer du Nord glaciale. Ils sont loin de la terre ferme et hors de portée des écrans radars. Personne ne connaît leur position. Mayday, Mayday, 5-6 Charlie. Quelques secondes vont suffire à décider du sort des passagers. Seuls les morceaux de l'épave pourront expliquer les causes de l'écrasement, car ces hélicoptères ont été conçus pour résister à des conditions atmosphériques extrêmes. Que s'est-il passé? C'est une question qui préoccupera bientôt tous les pilotes d'aéronefs. We are in an emergency. Nous sommes le 19 janvier 1995. Le commandant de bord, Seth Roberts, et son copilote, Lionel Saul, volent pour le compte de Bristow Helicopters, une compagnie établie à Aberdeen. Ils transportent des travailleurs jusqu'aux plateformes de forage pétrolier installées au large des côtes d'Écosse. Bien avant midi, ils ont déjà fait un vol et sont prêts à en faire un second. Leur hélicoptère est le Super Puma Charlie 56. Tandis que les mécaniciens exécutent les procédures de vérification et la reprise de carburant, le copilote lit le journal de bord. Le commandant étudie les bulletins météo révisés à toutes les 2 heures. Oh, weather's okay. Good for January. Voici leur destination. Notre soif de pétrole entraîne les hommes jusqu'aux endroits les plus périlleux de la Terre, ici par exemple. La mer du Nord sépare la Grande-Bretagne du reste de l'Europe. Elle est peu profonde et des vents cruels la fouettent sauvagement en créant des vagues gigantesques. Cette mer est grise, froide et violente. Mais elle contient du pétrole. Des milliers de travailleurs y exploitent des douzaines de plateformes de forage tout en supportant les pires caprices du temps. Durant les années 60, la découverte de ce gisement pétrolifère a galvanisé l'économie britannique. On l'appelle maintenant le pétrole brut de référence Brent. C'est un pétrole léger et peu sulfuré qui se transforme très facilement en essence. Son prix est devenu le point de référence des marchés internationaux du pétrole. Le Brent a également fait d'Aberdeen, la ville voisine des installations de forage pétrolier, un endroit très prospère et la nouvelle capitale européenne du pétrole. Toutes les sociétés pétrolières importantes y ont ouvert des bureaux. Tout y est maintenant axé sur le transport de l'or noir vers les marchés. Chaque année, Aberdeen voit 2 millions de travailleurs faire la navette entre les plateformes et la côte. Mais les Super Pumas sont les bêtes de somme de l'industrie pétrolière. Plus d'hélicoptères survolent la mer du Nord que n'importe quel autre coin du monde. Et l'horaire des vols y est plus chargé que n'importe où ailleurs. Aujourd'hui, les passagers en route vers les plateformes pétrolières sont rassemblés dans la salle d'embarquement de l'héliport. Ils travaillent tous pour une entreprise texane, la Marathon Oil. La mer du Nord a été divisée en nombreux champs de pétrole et les grosses compagnies pétrolières ont acheté au gouvernement de la Grande-Bretagne et de la Norvège des licences leur permettant d'y effectuer des forages. Les licences de la Marathon Oil lui permettent d'exploiter 3 plateformes dans le champ Bray, appelées East, Bravo et Alpha. Les plateformes de la mer du Nord sont de véritables cités où on ne dort jamais. Elles se dressent sur d'énormes pattes de métal ou de béton qui peuvent mesurer plus de 100 mètres de hauteur. Sous chacune d'elles, des conduites serpentent en direction d'une trentaine de puits. Quelques-unes descendent tout droit, d'autres s'éloignent en angle sur une distance qui peut atteindre les 8 km. La même plateforme peut extraire simultanément du pétrole et du gaz naturel. Le travail des foreurs est dur, salissant et dangereux. Durant leur quart de 12 heures, ils manient de lourds équipements, souvent à des hauteurs vertigineuses ou des profondeurs inquiétantes.
Le roulement de la main-d'œuvre est très élevé et la présence constante de combustible instable augmente encore la dangerosité du métier. Mayday. Explosion and fire on the Piper platform. All personnel abandoned. En 88, un des pires désastres de la Grande-Bretagne a eu lieu dans les champs pétrolifères de la mer du Nord, lorsque le gaz naturel recueilli par la plateforme Piper Alpha de la société Occidental Petroleum a explosé et mis le feu au pétrole. « 167 hommes ont péri ce jour-là. Pourtant, de tels désastres ne découragent pas les travailleurs. En ce mois de janvier, les hommes de la Marathon Oil se préparent à partir. Les 16 foreurs vont passer 2 semaines sur la plateforme Alpha, suivies de 2 semaines de repos dans leur foyer. Leur façon de se rendre au travail sort peut-être de l'ordinaire, mais ils en ont l'habitude, même si ce moyen de transport présente des exigences particulières. On ne leur permet pas de monter à bord d'un hélicoptère avant d'avoir complété un cours de survie. Car s'ils ne savent pas comment sortir d'un hélicoptère submergé ou d'une plateforme engloutie, ils le paieront de leur vie. Ils doivent aussi connaître les dures réalités de la survie en mer du Nord. La réponse naturelle d'un humain soudainement immergé dans l'eau froide est de souffler et d'aspirer ainsi une eau glaciale qui contracte sa trachée et l'empêche de respirer. Les victimes meurent suffoquées. Avant chaque vol, les foreurs doivent regarder cette vidéo. Comment réagir en cas d'urgence durant le vol? Ils l'ont tous déjà vu 1000 fois. In an emergency, if time does not permit, just tighten your lap strap and brace for impact. To exit through the windows, pull the red tab to completely remove the rubber seal and push the window out. Les passagers attachent la combinaison de survie de Gore-Tex qui devrait leur fournir un minimum de protection s'ils se retrouvent dans l'eau. The forward windows. Les combinaisons sont de couleur vive afin d'attirer l'attention des secouristes en cas d'écrasement de leur hélicoptère. La plateforme Bray Alpha est à environ 200 km de distance et le vol doit durer 75 minutes. Leur trajectoire les conduit d'abord au nord-est, le long du HMR, le couloir de vol réservé aux hélicoptères. Au bout de 160 km, ils atteindront une zone qu'on appelle la porte. C'est là que les hélicoptères se séparent pour se rendre aux différentes plateformes pétrolières. Bray Alpha se trouve à 41 km de la porte. Pendant une bonne partie du vol, les opérateurs radars du contrôle de la circulation aérienne d'Aberdeen ne pourront pas les pister. Au-dessus de la mer du Nord, nous perdons la couverture radar à basse altitude parce que notre planète est ronde. Un hélicoptère qui se dirige vers une plateforme suit essentiellement la courbure de la Terre. Mais le radar balaie le ciel en ligne droite et lorsque ces ondes se propagent de plus en plus loin, un écart se crée entre la surface de la Terre et les ondes radars. Un hélico volant à environ 610 mètres d'altitude disparaîtra dans l'écart à environ 128 km d'Aberdeen. C'est la position actuelle de Charlie 56. Il est à mi-chemin des plateformes pétrolières et hors de portée des radars du contrôle de la circulation aérienne. Les images du radar météorologique inquiètent les pilotes. Les bulletins météo avaient annoncé un ciel clair qui semble manquer à l'appel. Que penses-tu de ce nuage? Pas très épais. Regarde, on voit une formation de cumulus. Elle n'est pas très grosse, moins de 100 mètres de large. Ouais, mais elle s'éteint. Les cumulus sont des nuages blancs et cotonneux comme des boules d'ouate et sont très attrayants et généralement sans danger. Les formations durent de 5 à 40 minutes, mais les pilotes d'hélicoptères préfèrent voler au-dessus car l'espace situé à l'intérieur et en dessous des cumulus est sujet aux turbulences. Grimpons au-dessus de la formation, 1500 mètres. D'accord. Il y en a toute une formation. Elle suit le même trajet que nous.
Ça ne donne rien. Descendons à 915 mètres. D'accord. Pour le moment, le temps est favorable, mais il risque de changer rapidement au-dessus de la mer du Nord. Dans cette région de l'Europe, les vents chauds de l'Atlantique croisent les rafales glaciales de l'Arctique et de la Sibérie. La vapeur d'eau chaude se condense en nuages, des vents forts se mettent à souffler et les nuages se frottent et se chargent d'électricité, prêts à fendre le ciel d'éclairs menaçants. Une journée paisible peut ainsi céder la place à une violente tempête. Une heure après son décollage, Charlie 56 s'approche de la porte, l'endroit où les hélicoptères commencent leur descente vers les différentes plateformes. Mais Charlie 56 est encore à 41 km de sa destination et le temps se gâte. Bray traffic, 56 Charlie, 120 miles on the 056 HMR. Les pilotes entrent en contact avec le centre de contrôle aérien de Bray, installé sur une des plateformes. Le centre coordonne les allées et venues des hélicoptères, mais ces écrans radars sont tout aussi inefficaces. Et ce sont les pilotes qui donnent la position de leur hélico. Would you take the flight watch? Roger, 56 Charlie, I have your flight watch. Aberdeen information, Bristow's 56 Charlie at 120 miles. Leaving 3,000 feet, Bray has the flight watch. Roger, 56 Charlie, continue with Bray traffic. C'est le dernier message de Charlie 56 à Aberdeen. Soudainement, le temps se métamorphose et les inoffensifs nuages d'ouate cèdent la place à de dangereux cumulonimbus qui bloquent la route. Le cumulonimbus est le patriarche des nuages. Sa base se situe à une altitude d'environ 300 mètres et il peut s'étendre jusqu'à 9000 mètres de hauteur. Les cumulonimbus se dressent à l'horizon comme de gigantesques montagnes blanches. On ne peut pas grimper au-dessus et en dessous, le ciel est sombre et menaçant. Les pilotes les fuient comme la peste. À l'intérieur d'un cumulonimbus, on va trouver de fortes turbulences, du givrage, sans oublier la pluie torrentielle et bien sûr la foudre. Il est franchement déconseillé d'y piloter un hélicoptère. La foudre représente l'une des forces les plus destructrices de la nature. Elle frappe la Terre 100 fois par seconde en déchargeant l'équivalent d'1 milliard de volts. Pourtant, elle menace rarement la vie des voyageurs. En moyenne, les avions civils sont frappés une fois par an. Mais leur corps est généralement fait d'aluminium, un bon conducteur d'électricité. Les éclairs de la foudre courent sans danger le long du fuselage et repartent par la queue de l'avion. Les hélicoptères ne sont pas différents. Il y a tellement de Super Puma survolant la mer du Nord qu'ils sont frappés en moyenne 9 fois par année sans subir de dommages. Tandis qu'il amorce sa descente, Charlie 56 s'engage dans la file de nuages qui bloque sa route. Il y a des nuages par là. Pas de problème, l'écran est encore vert. Traverse-les. Un écran radar vert indique de la pluie, mais en quantité trop limitée pour inquiéter les pilotes. Le pilote regarde un moniteur qui ressemble à un écran de télé. Ce moniteur présente une carte sur laquelle apparaît une série de couleurs. S'il ne pleut pas, l'écran est vide. S'il pleut abondamment, il est couvert de carrés rouges qui permettent de visualiser l'intensité et la position des précipitations. Autour de l'hélicoptère, le temps est exécrable. D'où vient cette grêle? De la prise d'air. On dirait des billes de polystyrène. C'est très dense. Comment le moteur peut-il encore tourner? Il ne doit plus y avoir d'air dehors. Et la situation se complique. Le détecteur de givrage s'est emballé. Il doit y avoir un grêlon dans la sonde. L'hélicoptère est équipé d'un détecteur de givrage, une sonde fixée au fuselage pour signaler la présence de glace sur les pales de l'hélico. Les deux hommes croient qu'un morceau de glace est coincé dans la sonde et que ces indications sont donc erronées. Puis, c'est la catastrophe. Bloody hell. What was that? Lightning, I saw it. Oh, this is bad. There's something very, very wrong with this. We'll have to go down, I'm afraid. L'hélicoptère est gravement endommagé. Tout son fuselage est secoué de tremblements et de vibrations.
Le premier réflexe de l'équipage est de passer à une altitude plus basse au cas où le pire arriverait, une chute catastrophique vers la mer. Mayday, Mayday, 5-6 Charlie, lightning strike, severe vibration. Mayday, Mayday. À 40 km de là, un deuxième Super Puma se prépare à quitter une autre plateforme pétrolière. Le commandant de bord, Brian Backhouse, embarque des passagers à bord de Bravo 56 avant de s'envoler vers Aberdeen. That's everyone. All set. Soudain, l'officier de chargement entend l'appel au secours de Lionel Saul. Mayday, Mayday, 5-6 Charlie, lightning strike. Hear that, Mayday, 56 Charlie! Gentlemen, my apologies, but we have to disembark you. We have an airborne emergency on a sister aircraft. Le commandant Backhouse débarque ses passagers pour voler au secours de ses collègues. Entre-temps, un vent de force 10 se développe progressivement. Sa vitesse atteint déjà les 100 km/h et la mer s'emporte. Même si les pilotes de Charlie 56 contrôlent encore leur hélico, leurs chances d'atteindre la plateforme pétrolière sont minces. Le Grampian Freedom est un navire de réserve qui doit permettre aux foreurs d'évacuer les plateformes en cas de danger. Son capitaine, John McInnes, entend l'appel de détresse de l'hélicoptère. Nous avons poussé les moteurs à fond. Tout l'équipage a été prévenu et s'est préparé à monter les survivants à bord du navire. Sur la plateforme Bravo, le vol de routine de Brian Backhouse s'est transformé en mission de sauvetage. Le pilote a décidé de retrouver l'hélico endommagé et de l'escorter hors de la zone de danger. Si Charlie 56 plonge dans la mer, il guidera les navires de sauvetage jusqu'au lieu du naufrage. Mais il ne connaît pas sa position exacte. Let's go to the gate and proceed from there. Il va commencer ses recherches à la porte. Le Grampian Freedom n'est pas plus avancé. Il reçoit des messages contradictoires sur la position de Charlie 56. À bord de l'hélico endommagé, le commandant de bord renseigne ses passagers. Gentlemen, you are obviously aware of the severe vibration. We've had a lightning strike, so please pull up your hoods, zip up your suits and prepare for a possible ditching. Après d'innombrables heures d'entraînement, tous les passagers devraient être prêts à affronter une situation d'urgence. Mais combien d'entre eux se souviendront des directives? 1,200 feet, we're still flying. Let's try to make it a Bray Alpha and land there. Ils volent lentement vers la plateforme Bray Alpha à 11 km de distance. 3 minutes se sont écoulées depuis l'explosion, mais la situation ne semble pas s'aggraver. I'll just try a few small inputs, make sure everything's working. Yes, we've got control in pitch. We've got control in roll. And we've got control in yaw. Tail rotor! L'hélicoptère se met à tournoyer, prouvant que le rotor de queue a subi des dommages. Pour arrêter la vrille, les pilotes n'ont pas le choix. Ils doivent arrêter l'effet de couple du rotor principal. Power off! Engines off! Sans moteur, tout espoir est perdu. L'hélicoptère et ses occupants vont plonger dans l'eau glaciale et tumultueuse de la mer du Nord. L'hélicoptère Charlie 56 a été frappé par la foudre. Hors de contrôle, il chute de 10 mètres par seconde, le rotor principal lui servant en quelque sorte de parachute. Car seul le vent le fait maintenant tournoyer. Mayday, Mayday! Tail rotor failure, ditching. Brace for emergency landing. Leur chute est si rapide qu'ils ont environ 40 secondes avant de plonger dans la mer du Nord. Les pilotes de Bravo 56 poursuivent leurs recherches, mais ils n'arrivent pas à retrouver Charlie 56, que ce soit dans les airs ou flottant sur l'océan. Puis, ils entendent un autre appel de détresse. Mayday, Mayday! Tail rotor failure, ditching. Mayday, Mayday, Mayday. Relaying for 5-6 Charlie. We have a suspected tail rotor failure. He is ditching. Le commandant Backhouse sait que son Bravo 56 est le plus proche de l'hélico en péril. Le sort de l'équipage et des passagers dépend de lui.
Mais il n'a pas l'équipement qui lui permettrait de localiser l'appel de détresse de Charlie 56 après son amérissage. Il ne peut que scruter de longs kilomètres de mer sombre. À bord du Grampian Freedom, la confusion règne. On a encore envoyé l'équipage dans la mauvaise direction. Le capitaine McInnes décide d'ignorer les directives et de se fier à son intuition pour retrouver l'hélicoptère endommagé. Floats, floats, I can't find the floats! I got it! Just keep it at trim angle. Right. Les deux pilotes de Charlie 56 vont tenter d'exécuter une manœuvre extrêmement difficile, un amérissage forcé au milieu d'une mer démontée. En théorie, les flotteurs fixés sous l'hélicoptère doivent l'empêcher de couler. Mais s'ils sont déployés avant l'arrivée au point d'amérissage, l'appareil pourrait perdre sa stabilité précaire et basculer. S'ils sont déployés trop tard, ils n'auront pas le temps de se gonfler complètement et au lieu de chevaucher les vagues, l'hélico s'enfoncera dans les flots. Il n'y a aucune marge d'erreur. Leur synchronisme est parfait. We're down. Seems quite stable. Ils ont améri sans difficulté, mais ne savent pas s'ils pourront rester à flot. La partie supérieure de l'hélico est très lourde et il pourrait chavirer et couler d'un instant à l'autre. Let's get out of here! Do the door! Ils doivent sortir les canaux pneumatiques, les gonfler et s'y entasser rapidement. Si l'hélicoptère chavire, ils resteront prisonniers à l'intérieur. Lift that end! On the rope! You go back and help with the evacuation. I'm going to shut things down here. Right. I'm going to try one last mayday call. Mais l'évacuation n'est pas facile. Des coups de vent rabattent le canot pneumatique contre l'appareil et les hommes ne peuvent pas embarquer. Can't get this one down. Can we go on the other side? It's better we all stay together anyway. Off you go! Go on! Go on! Go! Go! Mayday, mayday. 5-6 Charlie. We are on the water, floating, manning the dinghies. Make room! Make room! Get set! Make room! Avec ses 18 passagers, le canot est dangereusement surchargé. La capacité maximale d'un dinghy est de 14 personnes. Les rescapés ont déjà les pieds dans l'eau et la mer monte. Pour la première fois, les pilotes contemplent la cause du désastre. L'assemblage et la boîte de transmission du rotor de queue ont été arrachés. Ils pendent sur un côté de l'appareil, rattachés par quelques tuyaux. Bien que personne ne s'en soit rendu compte, dans leur hâte, les pilotes ont oublié la balise de détresse de l'hélicoptère qui leur aurait permis d'envoyer un signal aux équipes de sauvetage. Cet oubli pourrait bien leur coûter la vie. Deux cordages relient le canot pneumatique à l'épave de Charlie 56. Ils doivent l'empêcher de partir à la dérive. Mais ils pourraient l'envoyer par le fond si l'hélico coulait à pic. Un des passagers a un couteau. Shall I cut the line? No, not yet. We have a better chance of being spotted if we're close to the helicopter. La situation s'aggrave. Les passagers tentent de relever le toit du dinghy pour se protéger, mais il est coincé. Sans lui, ils sont à la merci des vagues. L'hélicoptère n'est plus un refuge sûr. Il menace maintenant leur survie. Après avoir été éjectés, les portes de l'hélico auraient dû glisser dans l'eau et couler à pic. Mais elle flotte encore à la surface. Et en se détachant de son montant, l'une d'elles est devenue coupante comme un rasoir. Elle se dirige droit vers eux. La porte flottante a réussi à crever le canot. Come on, Bill! Bill, with everything you got, we're gonna sink! No, don't worry about it. We're not going to sink. One wave and we're under! Les pilotes tentent de soutenir le moral des passagers. There are other helicopters and ships out there! They know we're down! They heard our mayday! Le canot surchargé flotte péniblement. Les hommes ont déjà de l'eau jusqu'à la taille. Et des vagues violentes les poussent maintenant sur les bords coupants des pales de l'hélicoptère. We need to get some distance! We'll have to cut the line! Deux filins de sécurité relient encore le canot à l'hélicoptère. L'un est court, l'autre long. Ils vont couper le plus court pour s'éloigner des pales meurtrières. The long line's been cut! It's been shredded! Le filin le plus long est déjà sectionné. Personne ne s'en doutait.
Le filin court est maintenant leur seul lien avec l'hélicoptère. S'ils le coupent, ils partiront à la dérive et le fragile canot rempli de survivants sera à la merci de la mer glaciale. Mais s'ils le laissent intact, les bords coupants des pales pourraient déchiqueter leur dinghy et les envoyer au fond de l'océan. « 18 hommes se sont entassés à bord d'un canot pneumatique après l'amérissage forcé de leur hélicoptère dans la mer du Nord. Le canot est surchargé et il a été crevé par le bord coupant d'une des portes de l'appareil. Sa flottabilité est compromise. Les survivants doivent s'éloigner de l'hélico. Le copilote Lionel Saul prend une grave décision et coupe le filin qui les relie encore à l'épave. Ils commencent à dériver dans la tempête. La température ambiante est de moins 17 degrés Celsius. Les conditions sont mortelles et la plupart des combinaisons de survie prennent l'eau. Dans l'eau, un être humain souffre d'hypothermie dès que les températures combinées de l'air et de l'eau atteignent la marque de moins 50 degrés Celsius. Mais en hiver, dans la mer du Nord, cela risque d'arriver beaucoup plus rapidement. Les fonctions cérébrales et musculaires seront atteintes en premier. Puis, leur température centrale chutera. Les hommes perdront conscience et ils mourront. Un sauvetage tiendrait du miracle. Personne ne sait où ils sont. Ils représentent un minuscule point perdu au milieu d'une vaste mer déchaînée. Quiet! Quiet! I hear something! There's a helicopter! Les hommes sont désespérés. C'est peut-être leur seule chance de survie. Quickly! Pass me those flares! The flares! In the pocket behind you! Come on! Spot a flare, you fly bastard! Here! Here it is! We're over here! Mais il est trop tard. L'hélicoptère les survole sans les voir. Les hommes sont sidérés. Leur dernier espoir s'est envolé. À bord de Bravo 56, le commandant Brian Backhouse ne voit que la mer turbulente. Mais soudain, son copilote aperçoit quelque chose. Contact. Right. 2 o'clock. Okay, Roger, let's investigate. Target. Contact. Target confirmed. 56 Charlie. Stand by for position report. Comme un ange gardien, Bravo 56 tourne au-dessus des survivants pendant plus d'1 heure, guidant les navires et aéronefs de sauvetage vers ce minuscule canot perdu au milieu de l'océan. Le premier arrivé est le Grampian Freedom. L'intuition de John McInnes l'a bien servi. À 2 kilomètres du canot, le navire lance son embarcation rapide de sauvetage qui se dirige à toute vitesse vers les naufragés. 3 secouristes sont à bord, mais la houle les empêche de voir le canot. Leurs cours de survie les ont aidés à rester en vie, mais ils ne leur seront plus d'aucune utilité. Ils ignorent comment passer de leur petit dinghy à cet immense navire dans une mer aussi agitée. On a atteint le navire de réserve et en voyant son énorme coque d'acier, on s'est dit qu'on n'arriverait jamais à monter à bord. Mais les équipages sont bien entraînés. Ils surveillent les mouvements de la houle et ils savent exactement quand ils peuvent faire passer un passager sur le pont du navire. Ils ont fait un superbe travail dans notre cas. 14 survivants montent à bord du Grampian Freedom. Mais les 4 derniers sont hissés sur un autre navire. Ils sont tous gelés et commotionnés, mais indemnes. Contre toute attente, Ced Roberts et Lionel Saul ont réussi à sauver leurs passagers. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais sûr qu'on allait tous y rester. Tout a changé en un instant ce jour-là. Au départ, tout allait bien, puis je me suis retrouvé en plein désastre. Je n'avais jamais vécu de situation si dangereuse dans les airs. Et j'avais vraiment l'impression que personne n'allait survivre. Mais le lendemain de l'accident, leur version des faits est remise en question.
La foudre ne devrait pas endommager les puissants hélicoptères affectés à la mer du Nord. C'est la première fois que j'entends dire qu'un coup de foudre a eu de telles conséquences. Les experts doutent des explications des pilotes. Dans le passé, aucun hélicoptère foudroyé n'a jamais plongé dans la mer du Nord. Ils soupçonnent une défaillance mécanique ou même une erreur de jugement qui aurait poussé les pilotes à traverser les dangereux cumulonimbus. La seule preuve de la bonne foi des pilotes repose au fond de la mer parmi les débris de Charlie 56. En Grande-Bretagne, les agents du bureau d'enquête sur les accidents aériens se mettent au travail. Voici le navire qu'ils vont utiliser pour mener leur enquête. Le Stay-Dive ressemble peut-être à une plateforme, mais il s'agit d'un navire qu'on utilise généralement pour effectuer les travaux d'entretien des plateformes pétrolières. Il possède 9 engins puissants qui lui permettent de rester stable dans n'importe quelle condition. Il transporte également de minuscules sous-marins destinés à l'exploration sous l'eau. Le lendemain de l'accident, on l'envoie en mer. Sa mission est de retrouver, puis de remonter l'hélicoptère échoué au fond de l'océan. L'enquête s'amorce bien. En moins d'une journée, les télécaméras des 2 sous-marins du Stay-Dive retrouvent les débris de Charlie 56 sur le fond marin. Mais sa remontée est plus problématique. Les hommes d'équipage travaillent une partie de la nuit. Ils finissent par remonter plusieurs morceaux de l'hélico, mais l'élément de preuve essentiel, le rotor de queue, n'a pas encore été récupéré. Ed Trimble est le responsable assigné par le bureau d'enquête sur les accidents aériens. Ce qui nous a donné le plus de mal, c'est l'assemblage du rotor de queue. Sans lui, notre enquête n'aurait sûrement pas abouti. On savait déjà qu'il pendait le long du pylône durant l'amérissage forcé et qu'il avait dû tomber quelque part entre le point de chute de l'hélico et l'endroit où on a retrouvé la majeure partie de l'épave. Le Stay-Dive a très peu de chances de retrouver la pièce manquante et chaque journée de recherche coûte la jolie somme de 40 000 $. Ed Trimble décide d'appeler son patron. Il était sceptique. Il m'a demandé quelles étaient nos chances de retrouver le rotor de queue. Je suis un homme très optimiste. J'ai donc affirmé, je dirais 80 %. Il m'a répondu qu'à son avis, nous avions à peine 10 % de chances d'arracher l'assemblage du rotor de queue des griffes de la mer du Nord. Ed Trimble passe la nuit à surveiller les moniteurs de caméras sous-marines. Je ne voulais pas risquer de rater la moindre pièce de l'épave, et surtout pas si elle appartenait à l'assemblage du rotor de queue. Vers 8 heures, je me suis rendu à la coquerie pour m'y verser un café. J'étais parti depuis 7 ou 8 minutes à peine quand j'ai entendu les cris excités de mes collègues. En arrivant, j'ai vu l'assemblage du rotor de queue au complet sur l'écran. Et du premier coup d'œil, j'ai remarqué qu'une des pales du rotor avait certainement été frappée par la foudre. Le rapport des pilotes était exact, puisque les caméras sous-marines filment des marques de brûlure caractéristiques sur la pale du rotor de queue. L'examen des débris déposés sur le pont révèle que 2 des pales du rotor principal ont également été frappées par la foudre. De toute évidence, le rotor de queue a subi les pires dommages, mais la foudre n'a jamais causé l'amérissage forcé d'un hélico dans la mer du Nord auparavant. En quoi la situation de Charlie 56 était-elle différente des autres? Ed Trimble charge le spécialiste de la foudre, John Hardwick, de découvrir la cause de l'accident de Charlie 56. On a décidé de tester les pales de rotor de queue d'un autre Super Puma en les soumettant aux différents niveaux d'énergie d'une série de foudroiements simulés. L'objectif du centre de simulation des foudroiements de Cullum était de reproduire les dommages causés à l'hélicoptère afin qu'on puisse identifier le niveau d'énergie associé à cet incident. L'Administration de l'aviation civile britannique, ou CAA, refuse d'accepter les tests comme éléments de preuve,
Mais Ed Trimble les a filmés en présence des fabricants du Super Puma. John Hardwick simule une série de foudroiements jusqu'à ce qu'il parvienne à reproduire les dommages causés à la pale du rotor. Il lui faut appliquer plus de 3 fois le maximum permis par la réglementation en vigueur pour obtenir le même genre de dommages. Cela correspond à un coup de foudre 3 fois plus puissant qu'on ne le croyait possible. Pendant un très court instant, 8 microsecondes, la foudre a déchargé une énergie équivalente à l'énergie électrique totale consommée dans l'ensemble des États-Unis, soit 30 milliards de watts. Et ce gigantesque coup de foudre a jailli au-dessus de la mer du Nord dans un ciel survolé par des centaines de milliers de foreurs chaque année. Nos hélicoptères respectent des normes extrêmement rigoureuses. Ils sont soumis aux mêmes critères que les avions de ligne affectés au vol transatlantique. On n'avait donc aucune raison de croire que la foudre pouvait gravement endommager notre appareil. Un éclair banal n'y serait sans doute pas arrivé, mais celui-là était exceptionnel. Un coup de foudre génère une énorme impulsion d'énergie. On peut détecter ces impulsions grâce aux transmetteurs et aux récepteurs dispersés dans toute l'Europe. L'information est calibrée au niveau local et lorsque la position a été triangulée, on la communique au Centre de météorologie de Londres. En étudiant les données, les scientifiques sont étonnés et ils en arrivent aux conclusions suivantes. À l'intérieur des nuages d'orage ou cumulonimbus, de minuscules cristaux de glace sont balayés par les courants venteux. Dans la partie supérieure du nuage, où il fait beaucoup plus froid, ils se combinent à d'autres cristaux pour former des grêlons. Plus lourds, ceux-ci retombent vers le sol. Mais en cours de route, ils frappent les cristaux de glace montants et génèrent un frottement. Ces cristaux deviennent donc électrisés. Lorsqu'un hélicoptère pénètre dans un nuage, les bouts effilés de ses pales tournoyantes balaient les cristaux, accentuant le frottement et augmentant par le fait même la charge électrique jusqu'à ce qu'elle soit déchargée dans un éclair aveuglant. Selon les données, l'éclair qui a frappé Charlie 56 a été le seul à s'être formé au-dessus de la mer du Nord ce jour-là, et il a sûrement été causé par l'hélicoptère. Pourtant, les dommages étaient presque entièrement restreints au rotor de queue. Un vice de fabrication aurait-il pu le rendre plus vulnérable aux éléments? Bientôt, Ed Trimble va faire une découverte remarquable. Lorsque l'administration de l'aviation civile a certifié la sécurité du Super Puma, ses représentants ont commis une grave erreur qui a peut-être provoqué l'amérissage forcé de Charlie 56. Les enquêteurs de la sécurité aérienne étudient l'épave d'un hélicoptère après son amérissage forcé dans la mer du Nord. En l'examinant, ils découvrent un fait inattendu. Durant les années 70, l'administration de l'aviation civile britannique avait établi des normes de sécurité contre la foudre. Mais à l'époque, les pales de rotor étaient typiquement faites de fibres de verre. Au cours des années 80, les fabricants d'avions ont commencé à utiliser de nouveaux matériaux composites plus légers et plus forts, comme la fibre de carbone. Dans la fabrication des pales de rotor, plus particulièrement, ils ont vite délaissé la fibre de verre au profit de la fibre de carbone. On a tenu pour acquis que les nouvelles normes s'appliqueraient aussi bien aux nouvelles pales. Dans l'industrie, on considère de telles suppositions comme étant extrêmement dangereuses. La preuve, c'est que ces pales composites ont provoqué l'accident de Charlie 56. Une pale composite est faite de fibres de carbone, mais on y colle une bande anti-érosion métallique pour en protéger le bord. Voilà l'origine de la catastrophe. Le carbone est un conducteur d'électricité, mais il est 1000 fois pire que l'aluminium parce qu'il génère 1000 fois plus de chaleur. La pale devient brûlante et lorsqu'un courant électrique rejoint la bande métallique qui la borde, il provoque une décharge électrostatique assortie d'une flambée d'étincelles qui continue jusqu'à ce qu'une partie de la bande anti-érosion explose. Dans le cas de Charlie 56, moins de 100 grammes de bande anti-érosion se sont envolés. Mais il n'en fallait pas plus. Sans ce poids, le rotor de queue a été déséquilibré.
Ce déséquilibre a causé la forte vibration ressentie à bord de l'hélico juste après son foudroiement. 3 minutes plus tard, lorsque Lionel Saul a testé les commandes de l'appareil, les pales déséquilibrées ont exercé une énorme pression sur le rotor de queue. Les boulons qui les retenaient en place ont sauté brusquement. On a tout de suite compris qu'on avait perdu le rotor de queue. Il nous restait quelques secondes à peine pour exécuter la bonne manœuvre si on voulait vivre un peu plus longtemps. On a réussi à mettre le nez de l'appareil contre le vent. La mer était assez tumultueuse, mais à environ 30 mètres d'altitude, j'ai ramené le manche à balai pour amorcer l'arrondi et ralentir notre descente. On a eu de la chance parce qu'une très bonne vague s'est présentée et tandis que je stabilisais l'hélico, elle s'est levée. J'ai laissé aller Charlie sur elle et on s'est posé en douceur. C'était un de mes meilleurs amérissages, mais à ce moment-là, c'est surtout la chance qui nous a sauvés. La situation était critique, mais elle aurait pu être bien pire. Les 2 tuyaux hydrauliques qui reliaient l'assemblage du rotor de queue à l'hélicoptère ne se sont pas brisés. Sans le poids de l'assemblage, l'appareil aurait sûrement basculé juste avant de plonger au fond de l'océan. Si l'assemblage et la boîte de transmission du rotor de queue s'étaient séparés de l'hélicoptère, les 18 hommes auraient péri. L'appareil aurait été projeté en avant et il se serait abîmé dans la mer du Nord. Les enquêteurs ont réussi à expliquer la chute de Charlie 56, mais ils ont découvert un problème encore plus grave qui met la vie de tous les passagers aériens en danger. L'enquête a dévoilé qu'une faiblesse des nouvelles pales de fibres de carbone les rendait vulnérables aux orages. Les enquêteurs craignent maintenant que des faiblesses similaires ne causent d'autres accidents d'hélicoptères, sans compter ceux qui pourraient toucher les avions construits avec les nouveaux matériaux composites. De plus en plus, on utilise la fibre de carbone plutôt que l'aluminium. Le plus gros avion de ligne du monde, l'Airbus A380, contient 20 de fibres de carbone. Son rival de la compagnie Boeing, le Dreamliner, en contiendra environ 50 Qu'arrivera-t-il si ces nouveaux avions sont frappés par d'énormes coups de foudre? Cette possibilité inquiète sérieusement les experts depuis l'accident du Super Puma. Mais leurs conclusions ont été écartées. L'administration de l'aviation civile britannique a refusé d'exiger de meilleures normes de protection contre la foudre et a déclaré qu'elle ne croyait pas qu'une telle décharge d'énergie avait pu avoir lieu au-dessus de la mer du Nord. Ils ont mal réagi. En fait, ils semblaient très peu disposés à accepter nos preuves. Si les enquêteurs de la sécurité aérienne britannique ont raison, les voyageurs ont de bonnes raisons de s'inquiéter. Ils risquent d'affronter des coups de foudre bien plus violents qu'on ne l'aurait cru possible à bord d'aéronefs faits de matériaux trop fragiles pour leur résister. Mais le Super Puma a appris sa leçon. Ses pales de rotor ont été consolidées et ses pilotes ont reçu la consigne d'éviter les nuages d'orage coûte que coûte. Malgré tout, les hommes qui se rendent au travail à bord de ces appareils en acceptent les risques. Je crois avoir eu beaucoup de chance le matin de l'accident. Ça aurait pu très mal tourner. Mais nous avons tous survécu. Nous avons pu rentrer chez nous. Avant ce jour-là, je me disais que rien de tel ne m'arriverait jamais. Maintenant, quand je vole à bord d'un hélico, surtout l'hiver, quand il risque d'être ballotté par le vent, je me dis, ça ne peut pas encore m'arriver. Mais on a tous le choix d'arrêter ou de continuer. Et je suis encore là, 25 ans plus tard, à gagner ma vie. L'amérissage forcé de Charlie 56 était un accident affolant qui aurait pu tourner au drame. Durant l'hiver de 1995, l'habileté du commandant Seth Roberts et celle de son copilote Lionel Saul ont sauvé les vies de leurs 16 passagers. En récompense, Seth Roberts et Lionel Saul ont reçu une plaque commémorative. La Guilde des pilotes d'aéronefs et navigateurs a voulu souligner leur habileté et leur bravoure lors de l'amérissage forcé. Même si plusieurs organisations nous ont donné des prix après l'accident, une récompense m'a touché plus que toutes les autres. Elle m'a été donnée par la fille d'un de mes passagers. C'est une carte qui dit « Cher commandant Roberts,
Je ne peux pas vous remercier assez d'avoir sauvé la vie de mon père. Cela a dû être très difficile de rester calme pendant la chute. Si vous n'aviez pas réussi à contrôler cet hélicoptère, mon père ne serait plus avec nous. Je vous remercie du fond du cœur.